Alors, bon, je l'ai dit, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai fait 4 conférences, mais à chaque fois que j'en ai clôturé une, ça m'a fait cet effet-là. Je constate que la conférence est pour une personne ou plusieurs personnes fragiles, déqualifiées, qui sont dans la galère, et elles vont se redresser. Elles vont trouver ou retrouver une colonne vertébrale, et c'est beau à voir parce qu'elles se mettent à tenir debout. Alors, c'est pas miraculeux, hein, les problèmes subsistent, mais les référents, les autres professionnels autour qui continuent de les suivre me le retraduisent, mais ça, il y a quelque chose qui tient, quoi, il y a quelque chose qui tient. Les partenaires en témoignent, souvent ils sont surpris. Attention, il y a un autre effet aussi qui m'a été signalé, c'est que certaines de ces personnes très déqualifiées, très dévalorisées à leurs propres yeux, du fait du mouvement de l'empowerment impulsé par la conférence, ils vont réagir, ça va faire un mouvement de balancier, hein, et ils vont avoir tendance à devenir arrogants avec les gens qui les aident. Hein. Alors, ce qui n'est pas forcément facile pour les professionnels qui sont là en soutien dans la conférence familiale pour dire aider des gens en difficulté, ils les aident et après ils vont se retrouver face à des gens revendicateurs et contestataires, et ça pas forcément être facile. Donc je me dis hein, que dans le cadre de la conférence, ça, pour dorénavant, je peux pas vous en parler maintenant, c'est mon projet de rappeler aussi aux personnes en faveur desquelles il y a la conférence que les gens qui sont venus là pour les aider, ben faut aussi qu'elles puissent les en remercier, pas les mettre en difficulté, pas chercher à les mettre en difficulté, mais continuer à agir de concert dans le sens du progrès. Autre métaphore, je peux vous exprimer mon feeling de débutant, hein, première conférence familiale. J'avais l'impression d'être un conducteur débutant qui a à peine son permis de conduire et on me donne une Ferrari à conduire. Tellement c'est bien fait ce dispositif des conférences, tellement il y en a eu des centaines, des milliers dans les pays anglo-saxons et combien d'autres bien avant dans la tradition maori. C'est rodé, ça tourne. Et moi, ignorant, je conduisais à la Ferrari et toute ce que j'ai appris, la formation, mes lectures, la fréquentation de coordinateurs expérimentés, c'est comme si j'avais un pilote de course qui était assis à la place du passager, puis qui m'expliquait à quel moment passer les vitesses, à quel moment freiner, pour pouvoir piloter ce merveilleux engin. C'est vraiment une méthode rodée, efficace, qui est libératrice et génératrice de force positive. Mais bon, faut s'efforcer de bien suivre la recette. Ça marche. Pas chercher à tout de suite être original. On verra après pour créer les modèles à la française. Déjà, appliquer le modèle qui nous vient des Maoris, revisiter par les anglo-saxons au travers du Family Group Conferencing et en faire une application française qui tienne la route. Ça sera déjà pas mal. Il y a une autre image que j'aime bien, c'est la métaphore du taxi. Et je la vis vraiment très, très intensément dans mes coordinations de conférences familiales. En quelque sorte, le coordinateur, pour moi, il conduit le taxi, quoi. Hein, c'est lui qui assure le cadre, il est maître du véhicule et de sa conduite. C'est le passager. Le passager, c'est la famille qui choisit la destination, comme dans un taxi. Hein, quand vous montez dans un taxi, vous indiquez la direction au chauffeur, et là, c'est vous le chef de la direction. Vous n'allez pas lui dire comment il passe ses vitesses, ou à quel moment il freine, comment il manipule son volant, quoi. Ça lui appartient complètement. Alors, je sais que cette métaphore est un peu contestée par certains, au nom de l'empowerment, hein, ça serait une visée trop directive. Mais moi, j'ai une conception de l'empowerment qui n'est pas celle de la toute-puissance donnée à la personne qu'on accompagne, parce que si elle avait accès à la toute-puissance, on ne serait pas là pour l'y aider. Hein. L'idée, c'est plutôt qu'elle puisse prendre le maximum de ce qu'elle peut. Hein, mais elle a besoin d'un coup de main, d'une aide avec un dispositif bien cadré, bien rodé, quoi. Hein, d'où cette image de la métaphore du taxi. Ce qui justifie, à mon sens, la condition non négociable réservée au coordinateur. Hein, c'est-à-dire que, de même que le chauffeur de taxi, il est en charge de la sécurité de ses passagers. Donc, si à un moment donné, il y a un passager qui présente un comportement, une attitude qui est incompatible avec la sécurité du transport, le chauffeur de taxi, il refuse d'emmener la personne. Enfin, c'est un peu pareil pour le coordinateur par rapport aux invités de la conférence familiale. La vignette suivante m'évoque la notion de langage universel. Hein. C'est une idée que j'ai trouvée dans un roman
de Paulo Coelho, intitulé Alchimiste. C'est-à-dire qu'entre les humains, il y a des choses qui sont dites, qui sont transmises au-delà des mots. Hein, au-delà des mots, c'est ce qu'il appelle le langage universel. Euh, ça va jouer très fort lors des conférences. Et en une occasion, je trouve que ça s'est joué d'une façon magnifique. Euh, euh, Lors de cette conférence, il y a des choses qui ont été entendues, comprises, au-delà et en deçà des mots qui étaient utilisés par les uns et par les autres. La conférence familiale permet tout cela parce que justement il y a un filet de sécurité, il y a la règle du jeu qui protège chacun. Je pense à cette situation dans laquelle le père souffre d'alcoolisme, un alcoolisme grave. Et sa fille, qui est une adolescente, souffre d'obésité, une obésité grave, et elle n'est pas soignée. Et il y a le juge des enfants qui vient mettre son nez dans l'affaire et dire c'est pas possible ça, hein, c'est pas possible, il faut que la jeune retourne vers les soins. Et donc une mesure éducative hein, qui est ordonnée dans ce dessin-là, et donc la conférence familiale mise en œuvre pour que la jeune retourne, notamment pour qu'elle retourne vers les soins. C'était l'un des objectifs. Et tout au long de la conférence, tous les participants, on va tous comprendre ce qui se passe. Il n'en sera jamais dit un mot. Jamais dit un mot. Hein. Mais en fait, il va y avoir des discussions houleuses lors de la conférence sur le fait que la gamine retourne vers les soins. Elle veut pas, c'est compliqué. Il y a des décisions qui vont être prises. Et 3 mois plus tard, il y a la réunion de suivi. Et la gamine n'a pas repris les soins. Et là, la discussion va être très houleuse. Pourquoi elle n'a pas repris les soins Son père va la morigéner, ou il va tenter, et là, elle va s'insurger. Elle va lui dire, mais t'es un menteur, t'as pas respecté le pacte. Il n'y a pas un mot de plus qui sera dit. Mais on va tous comprendre que le pacte, c'est que elle s'engageait à soigner son obésité si le père s'engageait à soigner son alcoolisme. Hein. Et ça va éclater lors de la réunion de suivi. Et ce qui est intéressant, le mécanisme systémique intéressant, c'est que l'éducatrice qui exerce la mesure éducative, très, très investie dans son travail, dans la situation, ça va lui donner les outils, les voies d'accès pour retravailler en profondeur avec la famille à ce niveau-là et accompagner le père vers une cure de désintoxication, ce qui va libérer l'accès de la jeune vers les soins de son obésité. Autre point à surveiller tout particulièrement, que chaque coordinateur vit très très fort dès ses premières expériences, c'est le danger d'en faire de trop. En faire de trop, hein, avec bien sûr les meilleures intentions du monde, mais la plus grande inefficacité clinique qui va l'accompagner. J'y étais confronté dès le départ, hein, dans cette situation conflictuelle, entre un père et une mère séparés, en gros conflit autour de l'enfant, la mère ne voyant pas l'enfant, habitant à 500 km, et tentant de garder le contact en lui téléphonant, et quand elle téléphonait, le père, elle téléphonait à l'enfant chez le père, l'enfant répondait à sa mère en ayant le père à côté qui exprimait des critiques véhémentes dans cette situation-là, et la mère, quand je vais la voir, elle me dit oui, mais au téléphone, j'arrive pas à lui parler, quoi. Oui, évidemment, le pauvre gamin, dans ces conditions-là, on voit pas trop comment il pouvait parler à sa mère. Et en fait, j'apprends, lors de la préparation, que le gamin est très souvent chez sa grand-mère paternelle, avec laquelle la mère a gardé une excellente relation. Donc, 1 plus 1 ferait-il bêtement 2 ? Ben non, pas toujours, mais là, je vais croire que oui. Et je vais dire à la mère, plus fort que moi, je vais pas me rendre compte, mais pourquoi vous appelez pas votre gamin quand il est chez la grand-mère ? Solution évidente. Alors elle va faire, oui, pourquoi pas, et puis elle va le faire. Et là, le père va me tomber dessus, quoi, on me dit, mais dis donc, qu'est-ce que vous avez suggéré là ? Je suis pas d'accord. Enfin, je vais en parler avec mon superviseur, Hélène Van Dyck, à ce moment-là. Hélène va être vraiment très aidante et très bienveillante, parce que je vais dire à Hélène, mais dis donc, je me demande si j'ai pas fait une erreur là en disant à la mère qu'elle devait appeler
le gamin chez la grand-mère ou chez le père, et Hélène va me dire oui, effectivement, mais j'aurais fait pareil. Hein. Je salue le côté très humain et modeste d'Hélène. Et en fait, ça va se rejouer ça lors de la conférence, parce que le premier temps de la conférence, il est bon, un peu houleux. Hein. Le père a une personnalité assez nerveuse, et donc avant le partage d'informations, avant le temps familial privé, il y a un temps de pause, quoi. Et donc il va fumer une cigarette dehors, moi je vais m'asseoir à côté de lui, et donc il exprime sa nervosité en disant ouais, tout est toujours de ma faute. Moi je me dis comment le calmer. Là je vais avoir une idée, je vais dire en fait vous savez monsieur, j'ai commis une erreur dans la préparation, c'est que j'aurais jamais dû dire à votre ex qu'elle appelle l'enfant chez sa mère. Donc là, il va confier, bah oui, oui, effectivement. Hein, et donc ça va le calmer, du coup, que je reconnaisse mon erreur. Et je pense que ça va instaurer un processus, un cercle vertueux, en quelque sorte, dans cette conférence, parce que ensuite, lors de la réunion de suivi, ce monsieur qui n'est pas du genre à reconnaître ses torts, hein, au moment où on va évaluer si les décisions qui avaient été prises avec le plan d'action étaient réalisées ou pas, il va être étonnamment sévère par rapport à lui-même. C'est pas le profil qu'il annonçait. Hein. Il va être sévère parce que dans le plan d'action lors de la conférence, décision est prise qu'il ferait plus de jeux de société avec son gamin. Puis bon, quand on fait la réunion de suivi, il annonce, oui, ils en ont fait une ou deux fois, et le gamin va dire, ouais, c'était pas souvent, j'aurais voulu que ce soit plus souvent. Et donc, on va décider quelle pastille on met pour évaluer, quelle couleur la pastille pour évaluer si cette préconisation a été faite ou pas. Et donc là, l'assemblée est plutôt indulgente, bah orange, quoi, ça a été un petit peu fait deux fois déjà. Et là, le père va dire lui-même, ah non, c'est rouge parce que c'est pas ce que je devais faire. Je devais le faire plus souvent, je mets une pastille rouge. Donc, alors, c'est pas sûr que ce soit parce que moi j'ai reconnu mon erreur que lui il reconnaît la sienne, mais allons savoir, c'est quand même des mécanismes intéressants qui peuvent se mettre en œuvre. Faut un peu faire feu de tout bois quand on est coordinateur, y compris utiliser ses propres erreurs. Alors, être coordinateur de conférences familiales, ça nécessite de faire un pas de côté. Pas de côté par rapport à la posture classique de l'intervenant, l'action sociale. Alors ça comporte une contrainte forte, c'est que ne pas fournir la solution, ne pas faire à la place d'eux, pas voler à la personne sa propre solution. Mais il y a aussi une liberté qui est corollaire, c'est de créer une nouvelle posture pour rejoindre l'autre là où il est, hein, là où il peut advenir dans un mieux-être. Hein, c'est pas tout à fait la posture classique du travailleur social. Alors, ça amène à faire des trucs rigolos, des fois. On s'autorise certaines choses en tant que coordinateur qu'on ne serait pas autorisé dans une posture plus classique. Moi, j'en ai fait expérience puisque j'ai été travailleur social de terrain pendant 30 ans. Et je pense à ce père dont j'ai déjà parlé, qui était un monsieur caractère bien nerveux, bien virulent, avec des montées agressives. Et pas du tout disposé à faire ce qu'on lui demandait de faire, notamment quand je cherchais à le joindre de façon répétitive pour voir son enfant et jouer un petit peu au chat et à la souris en se défilant des différentes prises de contact, ne répondant pas à mes mails, ne répondant pas à mes messages téléphoniques, à mes sollicitations par personne interposée. Et à un moment, je me décide, je lui envoie un SMS, un message écrit téléphonique, et dans lequel j'écris pauvre coordinateur en détresse souhaiterait contact avec gentil papa. Dans les 5 minutes, il me rappelle, quoi. Il me rappelle. La posture était décalée, et ça a marché. Donc c'est aussi une liberté de pouvoir s'octroyer cet espace de créativité, de fonctionner un peu différemment, de rencontrer les gens en descendant de son piédestal, et c'est assez intéressant.